Bonjour à tous. Nous allons commencer avec la presse américaine et prendre 2 questions. Nous prendrons ensuite 2 questions de la presse internationale. Nous continuerons selon la disponibilité du secrétaire. Un instant, John, je vais d'abord prendre la parole. Il y a une raison pour laquelle Donald Trump insiste sur la paix par la force. Ma mission, en tant que secrétaire à la Défense, est de lui garantir l'armée la plus puissante, la plus capable et la plus létale possible. À Dieu ne plaise que nous ayons à l'utiliser, elle est conçue pour la dissuasion. Mais si nécessaire, nous pouvons neutraliser nos ennemis et ramener nos femmes et hommes victorieux au plus vite. Je suis ravi d'être ici à l'OTAN avec 31 alliés, accompagné de mon épouse Jenny, qui rencontre les familles des troupes américaines en Allemagne et ensuite en Pologne. C'est ce qui compte le plus pour moi, pour le président Trump et le département de la Défense. Je tiens particulièrement à remercier le secrétaire général Ruta pour son audace, son amitié et son leadership. Je le remercie surtout pour son sens de l'urgence face à la situation actuelle, une qualité essentielle pour un leader de l'OTAN. Je me réjouis de travailler étroitement avec lui et son équipe. Avant de parler de nos réalisations lors de la réunion ministérielle, je souhaite réaffirmer certains points. Selon nous, les objectifs stratégiques de l'OTAN sont clairs. Prévenir les conflits entre grandes puissances en Europe et dissuader toute agression, nucléaire comme conventionnelle. Contrer les menaces envers nos alliés si la dissuasion échoue. Deuxièmement, les États-Unis s'engagent à bâtir une OTAN plus forte et plus efficace. Cependant, nous devons nous assurer que l'engagement européen et canadien envers l'article 3 soit tout aussi fort. L'article 3 stipule que les alliés, je cite, « par des efforts continus et effectifs d'entraide et d'assistance mutuelle, maintiendront et développeront leurs capacités individuelles et collectives de résistance à une attaque armée. » Les dirigeants de nos alliés européens doivent assumer la responsabilité première de la défense du continent. Cela implique un engagement sécuritaire de tous les alliés, guidé par une claire compréhension des réalités stratégiques actuelles. Ce travail important consiste à diriger l'assistance sécuritaire à l'Ukraine avec des contributions accrues et une plus grande responsabilité. Je tiens à remercier mon homologue britannique, le ministre de la Défense John Healey, pour son leadership et l'organisation du groupe de contact. Le président Trump m'a donné une mission claire, obtenir la paix par la force et mettre l'Amérique d'abord. Notre peuple, nos contribuables, nos frontières et notre sécurité sont prioritaires. Nous y parvenons en ravivant l'esprit guerrier, en reconstruisant notre armée et en rétablissant la dissuasion. L'OTAN devrait également poursuivre ses objectifs. L'OTAN est la plus grande alliance, la plus efficace de l'histoire en matière de défense. Mais pour perdurer, nos partenaires doivent faire beaucoup plus pour la défense de l'Europe. Nous devons rendre sa grandeur à l'OTAN. Cela commence par les dépenses de défense, mais doit aussi inclure la relance de l'industrie de défense transatlantique. Pour conclure, je voudrais ajouter ceci. Après la Seconde Guerre mondiale, le général puis président Eisenhower était l'un des plus fervents partisans de l'OTAN et des relations avec l'Europe. Cependant, à la fin de sa présidence, même lui s'inquiétait que l'Europe ne prenne pas assez en charge sa propre défense. Selon les mots d'Eisenhower, cela faisait presque un pigeon de l'oncle Sam. Comme le président Eisenhower, cette administration croit profondément aux alliances. Mais ne vous y trompez pas, le président Trump ne permettra à personne de transformer l'oncle Sam en oncle pigeon.
into Uncle Sucker. Thank you. Merci. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Commençons par Liz Ferdon du pool TV américain. The U.S. Traveling TV Pool with Liz Ferdon. Je vous remercie, secrétaire Hexet. Vous vous êtes concentré sur ce que l'Ukraine renonce. Quelles concessions seront exigées de Poutine? Je rejette catégoriquement l'idée que négocier maintenant serait faire des concessions directes à Vladimir Poutine. Ces négociations ont lieu quelques semaines après l'investiture du président Trump, car Vladimir Poutine répond à la force. En 2014, il a envahi la Crimée, mais pas pendant la présidence de Donald Trump. Il n'y a eu aucune agression russe pendant 4 ans, de 2016 à 2020. En 2022, Vladimir Poutine a de nouveau agressé l'Ukraine, mais pas sous la présidence de Trump. Toute suggestion que le président Trump ne négocie pas depuis une position de force est historiquement fausse. Concernant les négociations, nous avons à la table le négociateur parfait qui opère depuis une position de force. Pour traiter avec Poutine et Zelensky, personne n'obtiendra tout ce qu'il veut, sachant qui est l'agresseur. Je mets au défi quiconque de trouver un autre dirigeant mondial capable de réunir ces deux leaders. L'objectif est d'établir une paix durable servant les intérêts de l'Ukraine et arrêtant les combats, comme le souhaite le président Trump. Cette paix devra être garantie par la force des Européens qui sont prêts à la soutenir. Pourquoi ne pas invoquer l'article 5 pour les forces de maintien de la paix de l'OTAN? Comment cela dissuaderait Poutine? Je tiens à préciser que l'adhésion à l'OTAN n'est pas un résultat réaliste des négociations en cours menées par le président Trump. Ces négociations sont dirigées par le président Trump. Et tout est sur la table dans ces discussions avec Poutine et Zelensky. Je ne vais pas déclarer depuis ce podium ce que le président Trump fera ou ne fera pas, ni quelles concessions seront faites. Notre équipe peut examiner ce qui est réaliste et probable comme résultat. Le réalisme est un aspect important de la conversation qui a trop manqué dans nos discussions entre amis. Reconnaître que les frontières ne reviendront pas à celles de 2014 n'est pas une concession à Poutine, c'est une reconnaissance des réalités du terrain. Après tant d'investissements et de sacrifices des Ukrainiens et leurs alliés, une paix négociée impliquera une démarcation que ni l'un ni l'autre camp ne souhaite. En tant que secrétaire à la Défense, ce n'est pas mon rôle de définir les paramètres des négociations les plus complexes du monde. Sticking with the U.S. press, let us go with Axios' Zach Basu, right in the far right. Thank you, Mr. Secretary. Étant donné votre position, quel levier de négociation reste-t-il à l'Ukraine, surtout si les États-Unis réduisent leur aide militaire? Si un allié de l'OTAN est attaqué par la Russie, les États-Unis respecteront-ils sans équivoque leurs obligations selon l'article 5? Nous sommes engagés envers l'Alliance. C'est inscrit dans l'article 5 et l'article 3. Ce n'est pas contre vous, mais c'est une critique politique simpliste de dire que nous avons abandonné toutes nos cartes de négociation.
Les présidents Zelensky, Poutine et Trump comprennent toutes les réalités du terrain en tant que négociateurs. Rien de ce que je dis ici, même si nous dirigeons la plus puissante armée du monde, ne limite le commandant en chef. Pendant que les médias traditionnels jouent aux dames, le président Trump trouve toujours un moyen de jouer aux échecs. En tant qu'homme d'affaires et négociateur, il sait créer des opportunités là où elles n'existent pas. Prenez par exemple les discussions de notre secrétaire au Trésor à Kiev avec le président Zelensky, qui se poursuivront à Munich. Notre vice-président et secrétaire d'État discuteront des investissements et des ressources en Ukraine. Je ne veux pas devancer les annonces, mais il pourrait y avoir différents paramètres. Le président Trump, en tant qu'homme d'affaires, reconnaît qu'une relation d'investissement avec l'Ukraine est cruciale pour les États-Unis. C'est plus tangible que toutes les promesses ou valeurs partagées. Même si nous les avons, il voit des possibilités concrètes dans les relations, qu'elles soient militaires, économiques ou diplomatiques. Ces opportunités pourraient forger une solidarité que Vladimir Poutine ne pourra pas ignorer. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres que le président utilisera dans ces négociations cruciales. Je rejette donc l'idée que le président Trump n'a pas toutes les cartes en main, puisqu'il peut décider lui-même lesquelles il utilise. Passons maintenant à la presse internationale avec Max Delaine de l'agence France Presse. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire à la Défense. Vous avez parlé de forcer Poutine et Zelensky à la table des négociations. Pouvez-vous garantir qu'aucun accord ne sera imposé à l'Ukraine contre sa volonté? Comptez-vous inclure l'Europe dans les négociations concernant sa propre sécurité? Les États-Unis continueront-ils à fournir des armes à l'Ukraine pendant les négociations? Pour la première partie de votre question, ce n'est pas ma décision. Le président mènera ces négociations avec le secrétaire d'État et le conseiller à la sécurité nationale. Nous avons joué notre rôle en discutant avec nos alliés de l'OTAN de ce à quoi cela ressemblerait. Je tiens à souligner que le président Trump, comme indiqué dans ses messages, a appelé Vladimir Poutine et le président Zelensky. Toute négociation se fera avec les deux parties. Je suis très encouragé par les déclarations du secrétaire général ici présent. Il est clairement conscient des réalités actuelles, du besoin de paix, et que l'OTAN et ses membres européens y joueront un rôle. Les discussions du président Trump avec ces deux pays sont essentielles à l'accord, mais cela affecte beaucoup de monde. Je ne serai pas impliqué dans ces négociations diplomatiques délicates. C'est le rôle des diplomates de l'administration Trump. En ce qui concerne l'assistance sécuritaire, nous avons... Merci beaucoup. Thomas Kuschkow, de Hamper Dagen Zeitung. Bonjour, monsieur le secrétaire. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première concerne le nouvel engagement d'investissement dans la défense. Lorsque vous et le président Trump parlez d'augmenter à 5%, faites-vous référence uniquement aux alliés européens? Ou incluez-vous également les États-Unis, qui sont actuellement à 3,4% selon les statistiques de l'OTAN? Et si c'est le cas, quand pensez-vous que les États-Unis pourraient atteindre cet objectif de 5%? Deuxièmement, vous avez déclaré hier que les Européens doivent prendre en charge leur propre sécurité conventionnelle. Les Européens doivent-ils s'attendre à ce que les États-Unis retirent la majorité de leurs forces d'Europe? Ne garderaient-ils que ce qui est nécessaire pour la dissuasion nucléaire? Je sais qu'une révision est en cours. Je ne m'attends pas à des chiffres précis. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce à quoi nous devrions nous attendre? Personne ne peut ou ne devrait contester l'engagement des États-Unis à investir dans la sécurité nationale.
Notre budget de défense s'élève à 850 milliards de dollars. Mon rôle est de m'assurer que chaque dollar soit utilisé judicieusement. C'est pourquoi nous menons un audit du Pentagone et réduisons les dépenses superflues. Un investissement de 3,4% représente un engagement très important. C'est plus que la plupart de nos alliés au sein de l'OTAN. Tout ministre de la Défense qui vous dirait ne pas vouloir plus mentirait. Je comprends cela, mais nous avons nos propres contraintes budgétaires à prendre en compte. Le manque d'investissement des alliés de l'OTAN dans leur défense ne peut être compensé par les 900 milliards investis par l'Amérique. Nous restons fermement engagés envers l'alliance de l'OTAN et nos alliés. Mais sans partage des charges et sans incitation pour les pays européens à investir, nous serions contraints d'être présents partout, en permanence. Dans un monde aux contraintes budgétaires, ce n'est tout simplement pas réaliste. Oui, nous continuerons d'investir massivement, mais nous attendons de nos amis, en toute solidarité, qu'ils augmentent leurs dépenses. Pour votre défense et votre pays sur ce continent, sachez que l'armée et le peuple américain sont à vos côtés. Mais comme l'observait Eisenhower après la Seconde Guerre mondiale, nous ne pouvons pas être le garant permanent. Ce changement doit s'opérer. Les dividendes de la paix doivent prendre fin. Il y a des autocrates aux ambitions mondiales, de la Russie à la Chine communiste. Soit l'Occident prend conscience de cette réalité et crée des multiplicateurs de force avec ses alliés, y compris l'OTAN, soit nous céderons cette responsabilité à d'autres aux valeurs contestables. Concernant l'Europe, nous n'avons jamais dit que nous abandonnions nos alliés. Aucune décision sur les niveaux de troupes n'a été prise. Cette discussion relève du commandant en chef dans ces négociations cruciales, et cela viendra probablement plus tard. Mais il y a une prise de conscience des ambitions de la Chine communiste. Une menace pour les peuples libres partout, y compris les intérêts américains dans le Pacifique. Il est logique d'utiliser nos avantages comparatifs de manière pragmatique. Les pays européens investissent ici pour défendre ce continent et leurs alliés face à un agresseur aux ambitions claires. Cela me semble approprié. Et je le dis de façon pratique, sans condescendance. Investir dans la défense sur le continent est censé, et nous soutenons cela. Géographiquement, il est logique que les États-Unis investissent dans le Pacifique avec leurs alliés comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Notre objectif est d'y projeter notre puissance à des fins de dissuasion, un rôle que seuls les États-Unis peuvent diriger. Nous souhaitons pouvoir diriger partout et en permanence. Nous restons solidaires de nos alliés pour multiplier nos forces. Mais cela nécessite des conversations réalistes. Ceux qui, dans les médias, suggèrent un abandon tentent de créer des divisions inexistantes entre alliés. Nous restons engagés envers l'alliance de l'OTAN et comprenons l'importance de ce partenariat. Mais face aux menaces et aux réalités budgétaires, le statu quo ne peut pas durer éternellement. L'Europe et l'OTAN doivent investir davantage, et nous sommes encouragés par cela. Le secrétaire général et nos alliés reconnaissent cette réalité en privé. C'est pourquoi, quand je dis « Make NATO Great Again », c'est ce que le président Trump voulait accomplir en 2017. It's what President Trump set out to do in 2017. La presse affirmait que le président Trump abandonnait l'OTAN et tournait le dos à nos alliés.
C'étaient les gros titres en 2017 et 2018. Mais qu'est-il réellement arrivé? Cette conversation difficile a généré plus d'investissements, presque tous les pays de l'OTAN atteignant l'objectif des 2%. Aujourd'hui, les pays européens s'impliquent davantage. Et le président Trump continue d'alerter sur la nécessité d'investir plus. Les suggestions d'abandon restent donc malhonnêtes. Et nous sommes fiers d'être membres de cette alliance. Concernant l'expansion de la base industrielle de défense et l'accélération des ventes militaires, quelle est leur importance pour l'OTAN? You talked about expanding the defense industrial base and also expediting foreign military sales. Can you expand on that a little bit and how important that is to NATO? Well, one of the self-evident Une des conclusions évidentes de la guerre en Ukraine était le sous-investissement européen et américain dans la base industrielle de défense. Notre capacité à produire des munitions et des technologies émergentes rapidement était une faille révélée par l'agression contre l'Ukraine. L'Ukraine, l'Europe et l'Amérique répondent maintenant à ce défi. Nous devons faire plus pour garantir que l'Amérique puisse construire et exporter rapidement des capacités, sans être entravée par la bureaucratie. Des réformes profondes arrivent au département de la Défense sous la direction du président Trump pour investir massivement dans notre base industrielle. Nous devons augmenter considérablement notre capacité à construire des navires et sous-marins pour nous-mêmes et nos alliés. Les ventes militaires à l'étranger doivent être réformées pour que nos alliés puissent obtenir des systèmes comme le F-35 et les Patriot plus rapidement. Le processus doit être accéléré pour que les commandes soient livrées en 3 ans au lieu de 7 avec moins de bureaucratie. Nous entendons nos alliés et en tant que partenaires de bonne foi, nous investirons dans notre base industrielle pour multiplier la puissance américaine. Il y a une raison pour laquelle Donald Trump insiste sur la paix par la force. Ma mission, en tant que secrétaire à la Défense, est de lui garantir l'armée la plus puissante, la plus capable et la plus létale possible. À Dieu ne plaise que nous ayons à l'utiliser, elle est conçue pour la dissuasion. Mais si nécessaire, nous pouvons neutraliser nos ennemis et ramener nos femmes et hommes victorieux au plus vite. Merci à tous de votre présence.